Lamia posa sa valise devant la porte, les mains légèrement tremblantes, les yeux secs, la mâchoire serrée comme quelqu'un qui a pris une décision et qui refuse de la laisser vaciller. Moussa la regardait, debout au milieu du salon, les bras légèrement écartés, cette posture de quelqu'un qui ne sait plus comment occuper son corps face à quelque chose qu'il ne comprend pas encore. « Je veux plus de ce mariage », dit-elle. Sa voix était froide, pas méchante, froide, ce qui est parfois pire. Moussa déglutit. « Lamia, écoute-moi. » Elle le coupa. « Mes amies voyagent, elles font du shopping, elles vivent la belle vie, et moi je suis là, à attendre quoi exactement ?» Moussa fit un pas vers elle. « Lamia, on va y arriver, sois patiente, on fera tout ça, je te le promets, fais-moi confiance. » Elle le regarda. Ce regard-là, Moussa ne l'oublierait jamais. Pas un regard de haine, pas un regard de colère, un regard de quelqu'un qui a déjà quitté la pièce alors que son corps est encore dedans. Elle attrapa sa valise, elle ouvrit la porte et elle sortit, sans se retourner, sans savoir que la vie de Moussa était sur le point de basculer dans une direction qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Avant de continuer cette histoire qui va vous prendre aux tripes jusqu'à la dernière seconde, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. Que vous soyez au Maroc, en Algérie, en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou n'importe où ailleurs dans le monde, écrivez votre ville ou votre pays en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce genre d'histoire, c'est exactement ce qu'on fait ici. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer et likez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir cette histoire. Maintenant, revenons à Lamia. Aïcha était mariée à un homme d'affaires. Pas un homme riche à l'échelle d'un quartier, non, riche à l'échelle d'une ville. Il possédait plusieurs immeubles, une voiture allemande noire qui brillait comme un miroir, et il offrait à Aïcha tout ce qu'elle demandait avant même qu'elle finisse sa phrase. Aïcha portait des sacs dont le prix aurait pu payer 3 mois de salaire de Moussa. Elle changeait de tenue chaque jour comme on change d'humeur. Elle parlait de ses voyages comme d'autres parlent de la météo, avec une désinvolture absolue, comme si partir à Dubaï ou à Paris était aussi banal que descendre au marché du coin. Mariam, elle, n'était pas en reste. Son mari était dans l'immobilier, des propriétés, des terrains, des contrats. Mariam vivait dans une villa avec piscine, ses enfants allaient dans des écoles privées internationales, et chaque été, elle postait des photos de vacances depuis des endroits que la majorité des gens ne verront jamais qu'à travers un écran. La mer turquoise, les hôtels 5 étoiles, les restaurants où l'entrée coûte plus cher que le repas d'une famille entière. Lamia voyait tout cela. Elle voyait, elle absorbait, et au fil du temps, quelque chose en elle commençait à se fissurer. Au début, c'était subtil, une petite remarque d'Aïcha lors d'un déjeuner. Elles étaient attablées dans un café et Aïcha avait regardé le sac de Lamia avec ce sourire particulier que les femmes connaissent très bien, ce sourire qui n'en est pas vraiment un, et elle avait dit, d'une voix douce comme du miel empoisonné, « Tu es tellement courageuse, toi, de te contenter de si peu. Moi, je ne pourrais pas. » Lamia avait ri, mais le soir, dans son lit, à côté de Moussa qui dormait profondément après une longue journée de labeur, elle avait fixé le plafond les yeux grands ouverts. Se contenter. Le mot avait planté une graine quelque part dans sa poitrine. Puis il y avait eu ce voyage qu'Aïcha et Mariam avaient fait en Turquie, 10 jours. Les photos avaient envahi les réseaux sociaux. Le Bosphore au coucher du soleil, les hammams de luxe, les bazars, les dîners en terrasse avec vue sur les minarets illuminés. Lamia avait regardé chaque photo, une par une, le cœur serré comme dans un étau. Moussa lui avait proposé des vacances au bord de la mer, pas très loin, abordables, simples. Lamia avait accepté avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mariam l'avait appelée le lendemain du voyage, et dans cette conversation, elle avait semé d'autres graines. « Tu mérites mieux, Lamia. Sérieusement, regarde-toi. Tu es belle, tu es intelligente, tu as tout pour toi. Pourquoi tu restes avec un homme qui ne peut rien t'offrir? La beauté, ça se périme. Profites-en pendant que tu peux encore choisir. » Ces mots étaient entrés dans l'esprit de Lamia comme des couteaux enveloppés dans du coton. On ne les sentait pas rentrer. On ne réalisait la blessure qu'après le dégât. Les semaines passèrent, les conversations avec Aïcha et Mariam continuèrent. À chaque déjeuner, à chaque appel téléphonique, à chaque photo partagée, le message était le même, répété de 1000 façons différentes. Tu vaux mieux que cette vie. Moussa ne suffit pas. Tu passes à côté de quelque chose. Et Lamia, au lieu de regarder ce qu'elle avait, commença à ne voir que ce qui lui manquait. Elle commença à regarder Moussa différemment. Ses mains calleuses, qui lui avaient semblé autrefois être la preuve de sa force et de sa dévotion, lui paraissaient maintenant le symbole de son insuffisance.
Ses vêtements simples, son téléphone d'entrée-de-gamme, sa vieille voiture qui toussait parfois au démarrage, tout cela prenait dans son regard une nouvelle couleur, la couleur de l'insuffisance. Moussa, lui, ne voyait rien, ou peut-être qu'il refusait de voir. Il aimait sa femme, profondément, sincèrement, de cet amour qui ne se démontre pas avec des cartes de crédit, mais avec une présence constante, une fidélité sans faille, une tendresse quotidienne. Il lui apportait des fleurs quand il pouvait, il préparait le café le dimanche matin, il l'écoutait parler pendant des heures sans regarder son téléphone. Il était là, pleinement là, de tout son être. Mais Lamia n'entendait plus le langage de cet amour-là, on lui avait appris à lire une autre langue. Le jour où elle le demanda le divorce, Moussa resta silencieux pendant un long moment. Un silence si lourd qu'on aurait pu y noyer quelque chose d'entier. Puis il demanda pourquoi. Et Lamia, les yeux secs, lui dit qu'elle voulait autre chose de la vie, qu'elle voulait vivre, pas juste survivre. Moussa n'éleva pas la voix, il ne supplia pas, il ne cassa rien. Il hocha la tête lentement, comme un homme qui encaisse un coup qu'il n'a pas vu venir, mais qui refuse de tomber devant un public. Il dit simplement « si c'est ce que tu veux ». Le divorce fut prononcé quelques semaines plus tard. La nuit où il se retrouva seul dans l'appartement, Moussa s'assit par terre, le dos contre le mur, et pleura. Pas des larmes polies, pas des larmes discrètes, des larmes qui viennent du ventre, qui font trembler les épaules, qui déchirent quelque chose à l'intérieur. Il pleura pour l'amour qu'il avait cru solide, il pleura pour les matins qu'il ne partagerait plus, il pleura pour les enfants qu'il n'aurait jamais eus, il pleura pour tout ce qu'il avait construit entre ces murs qui ne valaient aux yeux de celle qu'il aimait pas grand-chose. Puis, quand les larmes furent épuisées, il se releva. Ce moment, cette nuit-là, fut le vrai point de départ de tout ce qui suivit. Moussa prit une décision, non pas celle de la vengeance, non pas celle de la haine, mais celle du dépassement. Il décida que la douleur de cette nuit ne serait pas le dernier chapitre de son histoire. Il décida d'en faire le premier. Il travailla, mais pas comme avant. Il travailla avec une intensité différente, celle d'un homme qui a quelque chose à prouver, non pas aux autres, mais à lui-même. Il commença à se former. Le soir, après les chantiers, il lisait sur la gestion, sur l'entrepreneuriat, sur les techniques du bâtiment avancé. Il économisa chaque centime avec une discipline presque militaire. Il ne sortait pas, ne dépensait pas en superflu, il vivait petit pour construire grand. Il noua des contacts, il rendit des services, il construisit sa réputation brique par brique, exactement comme il construisait les immeubles des autres. Un client satisfait en amenait un autre, un chantier réussi ouvrait la porte au suivant. Sa rigueur, son sérieux, son sens du détail faisaient la différence. Les gens commençaient à parler de lui. 2 ans après le divorce, Moussa créa sa propre entreprise de construction, une vraie structure avec des employés, des contrats, des projets. Il n'était plus le salarié qui portait les briques des autres, il était maintenant celui qui signait les devis, qui gérait les équipes, qui livrait les projets. Et dans cette reconstruction de lui-même, il rencontra Chacha. Chacha n'était pas comme Lamia. Elle n'était pas moins belle, attention, mais sa beauté était d'un autre type. Elle était belle comme une certitude, solide, rassurante, vraie. Elle était directrice adjointe dans une société de logistique, une femme qui travaillait, qui gérait, qui ne cherchait pas un homme pour vivre à sa place, mais un homme pour marcher à côté d'elle. Quand elle rencontra Moussa, elle vit immédiatement ce que Lamia avait été trop occupée à comparer pour percevoir, un homme de valeur. Ils se fréquentèrent avec sérieux. Pas de jeu, pas de faux semblants. Moussa était un homme qui avait souffert et qui ne voulait plus perdre de temps en illusions. Chacha était une femme qui savait ce qu'elle valait et ce qu'elle cherchait. Leur relation fut construite sur quelque chose de rare, la clarté. Ils se marièrent dans une cérémonie simple mais élégante et 1 an plus tard naquit Leïla. Leïla, la petite fille aux yeux identiques à ceux de son père, avec ce regard calme et attentif qui donnait l'impression qu'elle observait le monde et en comprenait déjà les secrets. Elle fut la lumière que Moussa n'espérait plus, la preuve que la vie, parfois, donne plus qu'elle n'enlève à condition d'avoir le courage de traverser les nuits difficiles. La vie de Moussa prit une allure qu'il n'aurait pas osé imaginer quelques années plus tôt. Son entreprise prospérait, les contrats s'enchaînaient. Il déménagea dans un beau quartier, conduisait une voiture récente, habillait sa famille avec dignité et confort, non pas pour frimer, non pas pour montrer, mais parce qu'il avait travaillé pour cela et que la récompense du travail acharné n'est pas honteuse. Pendant ce temps, du côté de Lamia, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu.
La vie qu'Aïcha et Mariam lui avaient vendue comme une évidence, cette vie de luxe et d'abondance qu'elle était censée trouver aussitôt libre, ne s'était pas matérialisée. Les hommes riches qui devaient la courtiser n'avaient pas beaucoup de sérieux. Certains la voulaient pour un temps, pas pour une vie. Elle avait eu quelques fréquentations qui n'avaient rien donné. Le temps passait, sa beauté était toujours là, mais elle sentait comme une pression diffuse que la fenêtre se rétrécissait. Ses amis, Aïcha et Mariam, continuaient leur vie somptueuse, mais Lamia réalisait peu à peu quelque chose que leur beau discours lui avait caché. Elles avaient des maris qui subvenaient à tout. Sans leur mari, elles n'étaient pas ces femmes libres et épanouies qu'elles prétendaient être. Elles étaient dépendantes. Leur luxe n'était pas le leur, c'était celui de leurs époux. Et Lamia, elle, n'avait plus ni l'un ni l'autre. Ses économies s'épuisèrent, elle dut trouver du travail, mais ses qualifications étaient limitées et le marché de l'emploi ne fait pas de cadeaux au regret. Elle finit par trouver un poste dans un hôtel, pas un petit hôtel, un grand hôtel, l'un des plus luxueux de la ville, un établissement 5 étoiles dont les couloirs tapissés de marbre et dont les lustres en cristal renvoyaient une lumière qui transformait même les choses ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Elle y travaillait comme femme de ménage. Chaque matin, elle enfilait son uniforme, elle poussait son chariot dans les couloirs silencieux, elle nettoyait des chambres dont le prix de la nuit dépassait ce qu'elle gagnait en une semaine. Elle changeait les draps de personnes qui dormaient sans se poser de questions, parce que le confort était une évidence. Elle ramassait les serviettes jetées sur le sol par des clients qui ne la voyaient même pas parce qu'elle faisait partie du décor, comme les fleurs dans les vases ou la lumière tamisée des couloirs. C'était un mardi matin. L'hôtel était en ébullition discrète, ce genre d'agitation feutrée propre aux établissements de grand standing, où tout se fait vite mais sans bruit, où les sourires sont impeccables et les mouvements efficaces. Un groupe de clients importants devait déjeuner au restaurant de l'hôtel, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, une réunion de partenaires. Lamia poussait son chariot dans le couloir du 3e étage quand elle entendit des voix venant de l'élévateur. Elle se retourna par réflexe. Et elle le vit, Moussa. Il était en costume sombre, une montre au poignet, le téléphone dans la main, en train de parler à un collaborateur avec cette assurance calme qu'ont les hommes qui ont construit quelque chose de leurs mains et qu'ils le savent. Il avait la même mâchoire, les mêmes yeux, mais tout le reste avait changé. Sa posture, sa façon d'occuper l'espace, la manière dont les gens autour de lui l'écoutaient. Il n'était plus le salarié du bâtiment qui rentrait avec la poussière de ciment dans les cheveux. Il était maintenant celui qui signait les devis, qui gérait les équipes, qui livrait les projets. Il ne la vit pas tout de suite. Ce furent 2 ou 3 secondes, pas plus. 2 ou 3 secondes où Lamia se retrouva face à une vérité si brutale qu'elle coupa le souffle. Elle, en uniforme, chariot devant elle, dans le couloir d'un hôtel de luxe. Lui, en costume, marchant vers la salle de réunion, entouré de gens qui l'attendaient. Puis leurs regards se croisèrent. Moussa la reconnut immédiatement. Il y eut dans ses yeux quelque chose de très bref, une fraction de seconde, difficile à nommer. Pas de la joie, pas de la haine. Peut-être de la tristesse. Peut-être de la surprise, peut-être les deux mélangés avec quelque chose d'autre. Cette émotion sans nom qu'on ressent quand la vie vous présente en une seule image tout ce qui a changé depuis une époque révolue. Il hocha légèrement la tête, un signe de reconnaissance, sobre, discret. Pas de moquerie, pas de triomphe, juste un regard d'adulte posé sur une page tournée. Puis il continua son chemin. Lamia, elle, resta immobile quelques instants, la main sur le chariot, le souffle un peu court. Dans le couloir en marbre de cet hôtel 5 étoiles, entouré de l'odeur des produits de nettoyage et du bruit sourd de ses propres pensées, elle eut un vertige. Pas physique, mental. Tout défila. Les repas du dimanche, le café du matin, les fleurs qu'il lui apportait, ses mains calleuses qu'elle avait eu honte de tenir en public les derniers temps, sa voix calme qui lui disait bonne nuit. Les mots d'Aïcha, les photos de Mariam, la nuit où elle lui avait demandé le divorce, son regard de cette nuit-là. Il avait pleuré, elle le savait. Tout le monde pleure quand quelqu'un qu'il aime s'en va. Mais il s'était relevé et il avait construit. Elle était restée à attendre quelque chose qui n'était jamais venu. Le reste de sa journée fut mécanique. Elle nettoya les chambres, fit les lits, vida les corbeilles. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déplacé, comme un meuble qu'on avait toujours cru fixé au sol et qu'on découvre, un matin, légèrement de travers.
Le soir, en rentrant chez elle, dans son petit appartement, elle s'assit sur le bord de son lit. Elle ne pleura pas. Elle était au-delà des larmes. Elle était dans ce lieu intérieur où on ne cherche plus à fuir la vérité parce qu'on n'a plus la force de courir. Elle pensa à Moussa, à Chacha, dont elle avait entendu parler, à Leïla, la petite fille. Elle pensa à la vie qu'elle avait tenue dans ses mains et qu'elle avait laissée tomber parce qu'on lui avait dit qu'elle méritait mieux, sans jamais lui expliquer que mieux ne se trouve pas ailleurs, que mieux se construit, ensemble, avec quelqu'un qui est là. Elle pensa à Aïcha et Mariam. Elle ne l'appelait plus beaucoup depuis que sa vie avait perdu son potentiel de conversation. Les amies qui vous poussent vers le bord ne restent pas toujours au bord pour vous regarder tomber. Elles avaient déjà leur prochain sujet, leur prochain déjeuner, leur prochain voyage. Et Lamia était seule avec les conséquences. Il n'y a pas de fin lumineuse artificielle à cette histoire. Lamia ne fut pas sauvée par un prince. Elle ne se réconcilia pas avec Moussa, parce que Moussa avait refait sa vie et qu'une vie refaite avec amour et effort ne se défait pas par nostalgie. Il ne lui devait rien, il lui avait tout donné quand ils étaient ensemble. Elle avait choisi de partir, il avait choisi de continuer. Lamia commença, lentement, à reconstruire, pas avec éclat, avec humilité. Elle prit des formations, améliora ses compétences, changea de poste avec le temps. Elle apprit à ses dépens que la valeur d'une vie ne se mesure pas au niveau de l'autel qu'on fréquente, mais à la dignité avec laquelle on traverse ce qui nous arrive. Elle n'oublia jamais ce mardi matin dans le couloir en marbre, ce regard de Moussa qui ne contenait ni vengeance ni pitié, juste la vie telle qu'elle s'était déroulée. Et peut-être, quelque part dans ce regard-là, la leçon la plus difficile à recevoir. Certaines personnes qu'on quitte ne nous attendent pas, elles avancent, et c'est exactement ce qu'elles devaient faire. Voilà l'histoire de Lamia et Moussa. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que cette histoire dit vraiment, parce que derrière les personnages, il y a quelque chose de profondément humain que je veux prendre le temps d'explorer avec vous. Ce que cette histoire illustre avant tout,